L'intelligence artificielle s'invite désormais dans tous les domaines de notre quotidien, dans nos téléphones, nos réseaux, nos rues, y compris dans la politique. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, son utilisation pourrait devenir un atout décisif. L'IA serait-elle une alliée ou une menace pour notre démocratie? Quels sont les garde-fous mis en place par l'État de Côte d'Ivoire? Doit-on s'en inquiéter? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, un panel d'experts pour un sujet, IA et élection présidentielle 2025. Quelle garantie pour éviter les dérives? Bonsoir, Monsieur Stéphane Kounandi Koulibaly. Bonsoir. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes directeur de l'innovation des startups et du secteur privé au ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Merci d'être parmi nous. Merci, Madame Hervé. Alors, à votre droite, nous avons Monsieur Koulibaly Ghislain, sociologue. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Un expert IA sur ce plateau, Monsieur Jean-Patrick Eouman. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cette opportunité. Merci d'être là. Alors, vous êtes également architecte logiciel entrepreneur. C'est bien cela? C'est bien ça. Merci d'être parmi nous. Et nous avons un journaliste web, numérique. Bonsoir, Frédéric Gorebi. Bonsoir, Eliane. Bienvenue. Merci beaucoup. Messieurs et mesdames, messieurs les téléspectateurs, ce débat se veut interactif et vous pourrez réagir et poser des questions comme d'habitude et également faire vos contributions. Il y a le code QR qui va s'afficher au bas de l'écran dans quelques instants. Mais pour l'instant, nous partons pour un micro-trottoir, c'est l'axe 1. Et Ahmed Traoré a tendu son micro aux Ivoiriens. La question, elle est celle-ci. Que savez-vous de l'IA? L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil de travail, un moteur de recherche en fait, qui permet de véritablement faciliter nos différents travaux de recherche et nous permet aussi, en fait, dans le cadre du travail, de rédiger ou de faire des recherches, en tout cas d'avoir des données beaucoup plus récentes, en tout cas qui sont véritablement mises en ligne. Bon, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est en rapport avec les NTIC pour les travaux, pour les recherches, pour l'efficacité. Mais on peut légalement l'utiliser négativement, bien sûr, pour manipuler l'opinion. Ça peut transformer la société. L'intelligence artificielle est un apport sur notre intelligence naturelle. Donc l'intelligence artificielle nous permet de pouvoir booster aussi nos recherches. Je pense que c'est un nouveau moyen pour nous les jeunes encore de faire plus de recherches. Depuis la sortie de l'intelligence artificielle, aujourd'hui on n'a plus trop besoin de faire autant de recherches. Point négatif, il y a ce qui est irréel, qu'aujourd'hui on pense que c'est réel avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui nous facilite la vie, un système d'information poussé qui peut donner des images en temps réel et des informations sans toutefois faire plus d'efforts comme sur les autres moteurs de recherche. Il faut savoir l'utiliser. Bon, il y a d'autres qui utilisent pour construire des images qui ne sont pas vraies pour nuire aux autres. Merci Ahmed Traoré pour ce micro-trottoir. Alors, Monsieur Stéphane Kounandi Koulibaly, qu'est-ce que vous pensez justement de ces définitions? Il y a plusieurs définitions à l'IA et donc chacun a la sienne, mais lors de notre élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle, nous sommes convenus avec l'ensemble des participants de définir l'IA sous 3 angles. Un angle scientifique, technique, un angle économique et un angle social. Donc au niveau technique, scientifique, ça représente une science qui permet de développer des algorithmes qui utilisent des larges bases de données pour sortir des solutions technologiques pour faciliter la compréhension et le travail de l'homme. Au niveau économique, c'est des systèmes d'ordinateurs de computing qui permettent de pouvoir justement augmenter la productivité du travail de l'homme à tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau de l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. Et au niveau social, c'est un ensemble de solutions technologiques qui permettent de faciliter la vie de l'homme, son bien-être, et aussi de diminuer la pénibilité du travail. Mais pour simplifier, les révolutions précédentes avaient comme objectif d'automatiser le travail physique de l'homme. Et maintenant? Avec cette révolution, c'est d'automatiser le travail cognitif de l'homme.
Alors, Jean-Patrick Egouma, alors, on a suivi, vous avez suivi donc ce micro-trottoir, on a parlé de facilité, on a parlé d'un certain nombre d'éléments. Quel est votre commentaire justement? Est-ce que les Ivoiriens semblent maîtriser la définition de l'intelligence artificielle? Oh, ils n'étaient pas bien loin. Mais pour être puriste, Oui. je vais m'arrêter à, je crois, à la dernière intervention. Oui. Monsieur, je crois bien, c'est un analyste risque, donc quelqu'un qui travaille déjà avec des données. Et il a mentionné, comme les autres moteurs de recherche. Et malheureusement, l'intelligence artificielle n'est pas fondamentalement un moteur de recherche. Et il faudrait vraiment avoir cette information en tête et ne pas croire qu'on va mettre, je dirais, en parallèle des moteurs de recherche comme Google.com et les intelligences artificielles comme GPT-4 et consorts. L'intelligence artificielle, comme l'a dit mon confrère, travaille au niveau cognitif. Donc, il nous aide au niveau cognitif. Les moteurs de recherche ne sont que des, entre guillemets, des robots, donc des logiciels, des solutions logicielles qui n'imitent pas nos facultés cognitives. Donc, ce sont deux entités très différentes. Totalement différentes. Voilà, donc il ne faut pas faire des recherches sur l'intelligence artificielle comme on fait sur Google, sinon on risque d'être déçu. On risque d'être déçu. Alors, Gisèle Koulibaly, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle au quotidien, au regard de vos activités précises? Je dirais pas systématiquement, parce que véritablement c'est quelque chose de nouveau. Donc petit à petit, ça rentre dans nos habitudes de recherche. Mais j'avoue que par personne interposée, j'arrive à utiliser notamment ChatGPT lorsque je travaille sur des problématiques, juste pour avoir quelques remontées d'informations, mais que je prends soin de contextualiser. Et vous n'êtes pas déçu quand vous faites... non, il faut savoir... Vous demandez à ChatGPT certaines informations. Il faut savoir faire la recherche. Savoir faire la recherche. Savoir faire la recherche. Alors, Frédéric Goribi, alors je l'ai dit, vous êtes journaliste web, vous êtes dans le numérique. Votre regard, justement, sur les définitions qui ont été données concernant l'intelligence artificielle, est-ce que vous en faites aussi? Je pense que tout a été dit. Aujourd'hui, de plus en plus d'articles sont rédigés à partir d'intelligence artificielle. Bon, ça tend à rendre nos stagiaires et certains confrères un peu paresseux parce que l'intelligence artificielle n'est pas venue pour nous remplacer, mais elle est venue pour booster, comme l'a dit M. Koulibaly, booster notre rendement, pour nous rendre meilleurs, nous améliorer davantage. Et le travail qu'on pouvait faire en 2 heures, qu'on puisse le faire en 1 heure ou en 30 minutes, ou voire moins. Donc on est productif. On est productif. Et donc c'est ce qui devait être la norme. Mais aujourd'hui, les gens se laissent aller et donc tout le monde se met à l'intelligence artificielle sans prendre en compte qu'au niveau du référencement, et Jean-Patrick est là pour corroborer ce que je dis, au niveau du référencement des sites Internet, quand vous produisez un texte avec de l'intelligence artificielle, déjà, les robots de choses, des moteurs de recherche détectent ça et ça ne vous arrange pas au niveau du référencement. Et donc, il est préférable, comme l'a dit M. Koulibaly numéro 2, de pouvoir... C'est Gisèle Koulibaly. Donc, c'est de pouvoir faire le travail, mais de le contextualiser et d'apporter, parce que comme l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle est appelée aussi à se planter sur certains aspects. Et donc, il est préférable de faire le travail avec l'intelligence artificielle, mais également d'apporter une touche humaine. Voilà. Alors, on va revenir à l'avènement de l'intelligence artificielle en Afrique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sommets, de réunions. Alors, concrètement, Monsieur Ouma, l'avènement de l'IA sur le continent, elle bouleverse tout. Un petit historique, s'il vous plaît. On a découvert, nous les Africains, l'intelligence artificielle générative, parce que finalement, c'est ce qui est le plus manipulé ici. Par les citoyens, par monsieur, madame Lambda, en même temps que tout le monde. On a découvert en même temps que tout le monde. Par contre, au niveau des organisations, des entreprises, des administrations, on va un peu plus lentement. C'est normal, parce que ça demande de l'expertise. Utiliser des outils comme ChatGPT, qui sont des assistants IA qui permettent de générer du texte, de faire des corrections, d'écrire des articles, à la limite, c'est intuitif. Par contre, mettre en place un système qui fait que
les articles écrits par des journaux, parlant toujours de journalisme, soient vérifiés par l'intelligence artificielle pour s'assurer qu'on reste dans la ligne éditoriale, éventuellement. Donc là, on est sur quelque chose de bien spécifique lié à un métier. Oui. Par contre, il faut de l'expertise. Et donc, c'est maintenant que, je dirais, qu'on voit de plus en plus d'entreprises avec des tailles de plus en plus petites, intégrer ce genre de process dans leur manière de travailler. Donc, on est un peu à la traîne, c'est normal, parce que, bon, l'expertise égale moyen. Donc, on en a très peu, comparé, bien entendu, aux Occidentaux et aux Asiatiques, mais on a encore nos chances. On est bon quand même. On a encore nos chances, ouais. Alors, monsieur Stéphane Kounandi Coulibaly, justement, je vais vous citer, je crois que le 8 avril, vous étiez face à des journalistes avec le CICG et vous aviez parlé de la stratégie nationale, justement, concernant l'IA, avec une projection en 2025-2030, avec 3 éléments, santé, éducation et agriculture, je crois. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce que la Côte d'Ivoire, qui se veut le hub régional, a ses capacités? C'est déjà d'avoir cette ambition. C'est un premier pas important. Oui. Et au-delà de l'ambition, avoir un plan. Et c'est ce que la stratégie a permis de pouvoir établir. Donc, nous avons une ambition, nous avons un plan pour y arriver, et nous avons maintenant à nous retrousser les manches et nous mettre au travail pour pouvoir vraiment faire de la Côte d'Ivoire ce hub stratégique. Et comment se met au travail? Alors, c'est de définir le mode de déploiement de cette stratégie. Nous l'avons établi sur 5 ans, comme vous l'avez mentionné, en 6 phases, dont la première va commencer de maintenant jusqu'aux élections présidentielles. Et ça va permettre de pouvoir établir les bases qui vont permettre justement de pouvoir développer cette solution, l'établir et en faire le socle de développement de l'IA en Côte d'Ivoire et après dans la sous-région. Donc c'est un plan assez ambitieux. Je pense que la Côte d'Ivoire est armée des atouts nécessaires pour pouvoir réussir. Mais il faut que ces 3 éléments que nous avons mentionnés comme étant les 3 éléments clés du succès de cette stratégie soient effectifs. Donc, c'est bon. Premièrement, les investissements. L'IA demande des investissements assez lourds. J'ai cru avoir un chiffre, 3200 milliards sur 5 ans, c'est bien ça? C'est bien ça. Et plusieurs pays ont des investissements encore plus grands, plus élevés. Et donc, il faut que la Côte d'Ivoire puisse aussi tirer son épingle du jeu et donc investir suffisamment pour la formation, pour l'infrastructure technologique nécessaire, pour le développement de ces solutions, pour soutenir les startups qui vont développer des solutions en IA. Mais au-delà de l'investissement, notre deuxième pilier est l'inclusion. L'inclusion. Que cette stratégie ne soit pas exclusive, qu'elle permette que tous les Ivoiriens lambda qu'on interviewe dans la rue puissent bénéficier et sentir que l'IA et que cette stratégie n'est pas juste un document posé sur une table, mais quelque chose de concret qui touche la vie de tous les citoyens. Que ce soit des femmes, les vieux, tout le monde. Toutes les régions, même dans les zones rurales, etc. Alors, M. Coulibaly Ghislain, vous êtes, donc, je l'ai dit, sociologue. Quand vous regardez, qu'est-ce que, concrètement, l'IA a changé dans nos comportements? Alors, je dirais tout. Je dirais tout parce que quand vous regardez l'IA, c'est une véritable révolution industrielle. Quand vous faites la socio-histoire, on se rappelle bien que les hommes étaient remplacés par des robots. Après, dans les entreprises, il y a eu des chaînes de production qui ont été automatisées. Et donc, au XXIe siècle, l'IA, en termes d'avènement, se positionne comme une véritable révolution industrielle. Et je pense même que quand j'écoute l'expert Eouma, je me dis, et je pense à mon enfance, qui se rappelle de Terminator? C'est un film. Et ce film, je pense déjà, quand tu regardes en profondeur, c'est maintenant, je soupçonne, un début d'IA. Donc l'IA était déjà dans les films, au cinéma, avec Terminator. Qui se rappelle du film Iron Man? Iron Man, je pense qu'il y avait encore de l'IA. Je pense que, peut-être de façon brutale, l'IA s'est imposée aux communautés africaines, aux communautés ivoiriennes. Aujourd'hui, quand vous prenez le secteur de la santé, on a amélioré l'accès, je vais dire, aux solutions médicales grâce à l'IA. Aujourd'hui, on peut être précis dans la détection d'un cancer grâce à l'IA. Aujourd'hui, justement, on peut utiliser la technique du drone pour emmener justement des médicaments
à des personnes en zone rurale ou en zone de guerre. Oui. Ça, c'est l'IA. C'est Quand l'IA. vous prenez l'agriculture, pour qu'on passe, je vais dire, de cette agriculture traditionnelle à une approche extensive, beaucoup productive et autres, c'est encore l'IA. Et donc, pour moi, même dans le sport, tout à l'heure, il y a eu un match, c'est encore l'IA. C'est encore l'IA. De dire qu'on court plus vite, on parcourt telle ou telle distance, et c'est ça l'IA. Alors l'IA, on l'a dit, elle a des avantages, vous parliez des avantages, il y a également des inconvénients, et vous parliez justement de la stratégie qui va aller jusqu'aux élections. Nous allons justement y arriver dans ce reportage et nous attaquons l'axe 2, rôle de l'intelligence artificielle en période de pré-campagne et de campagne. Nous retrouvons Eve Boué. L'IA ou intelligence artificielle peut jouer un rôle significatif durant les périodes de pré-campagne et de campagne électorale, en particulier pour la communication et le marketing politique par la génération de contenu, dont la rédaction automatique des discours. Un candidat peut demander à l'intelligence artificielle d'écrire tout son discours, c'est-à-dire il dit qu'il est candidat dans une circonscription, voici son électorat, voici ce qu'il veut leur dire. En fait, l'intelligence artificielle va l'aider à préparer son discours. Ça va plus loin même. L'intelligence artificielle lui dira, à chaque phrase que vous direz, voilà comment vous devez le dire pour que ça fasse effet. Cette nouvelle technologie peut être utilisée pour faire du micro-ciblage avec une personnalisation des messages. L'intelligence artificielle peut envoyer des messages à certaines personnes, à un groupe de personnes dont on a déjà analysé les comportements. Donc, si c'est un groupe de personnes sans emploi, on peut leur envoyer des messages d'espoir du candidat en question. En fait, c'est subtil, mais ça peut influencer le vote de quelqu'un. Les candidats peuvent également s'en servir pour faire de la mesure d'audience et des sondages avant les votes. À partir de l'intelligence artificielle, on peut mesurer, mais vraiment mesurer sa popularité. Oui, parce qu'après, il y a des interactions. Voilà, on peut mesurer ce qu'on dit, les likes, comment les gens réagissent, les retours, tout ça. L'intelligence artificielle peut analyser ça, mais très rapidement pour vous dire, attention, ça, vous avez dit, voilà ce que ça a créé. Ça peut même vous emmener des idées correctives. Ces usages de l'IA évoqués ne sont pas exhaustifs. L'intelligence artificielle doit demeurer un outil d'aide aux candidats et à leurs équipes, leur permettant de gagner du temps et de l'argent. Un outil pour servir les hommes et la démocratie. Merci Eve Boué, un outil pour servir les hommes et la démocratie. Jean-Patrick Ouma, quand on entend tout ce qui a été dit par Eve Boué et surtout l'expert qui s'est exprimé, quel est votre commentaire justement sur ce qui est présenté comme avantage? Alors, ces avantages, sinon ces fonctions, oui. Hein, ces fonctions de l'IA elles sont triviales aujourd'hui, elles sont à la portée de presque tout le monde. La différence va se faire dans la capacité à imaginer comment est-ce que, parlant d'élections bien entendu. Bien sûr, nous sommes en pleine élection. Oui. Comment est-ce qu'on veut atteindre nos objectifs? Et la différence va aussi se faire au niveau de la connaissance de son électorat, parlant de candidat par exemple. Aujourd'hui, si vous connaissez très bien l'électorat, oui. Vous allez poser des questions, comme il a dit tout à l'heure. Vous allez demander de l'aide sur des notions, sur des éléments très subtils, comme par exemple, comment disposer même le podium. Hein? Les personnes qui vont se mettre sur le podium, qui est-ce qu'il faut mettre en avant? Est-ce que c'est le leader qu'il faut mettre en avant? Est-ce que ce n'est pas plutôt quelqu'un qu'on a choisi comme ça dans une communauté parce qu'éventuellement cette communauté est passée par des épreuves et que la présence de cette personne va donner l'impression d'inclure tout le monde dans cette élection. Parce que finalement, ce type de travaux étaient réalisés par des experts, des sociologues, des gens qui analysent le comportement. Sauf que, vous savez, hein, la plupart de nos candidats, je ne parle même pas d'élection présidentielle, je parle même au niveau communal, oui. N'ont pas toujours accès à ce niveau d'expertise.
et on peut déclencher cette expertise au niveau de l'IA. Mais si on la déclenche, justement, vous parliez justement de sociologues et d'autres qui accompagnent, est-ce que c'est pas, il n'y a pas un chômage qui pointerait à l'horizon si l'IA peut tout faire? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un chômage. Non, je pose la question. Voilà, non, mais c'est ça peut aller très, très, très vite. Et en termes de compréhension de son électorat, etc., est-ce qu'il n'y a pas peut-être un chômage? Imaginez cette intelligence artificielle dans les mains d'un sociologue qui a déjà de l'avance sur cette expertise. Matière d'enquête. Voilà, donc ça devient de l'expertise, je dirais, multiplié par 10, par 100. Donc, le sociologue, le spécialiste en question, on en a toujours besoin parce qu'il peut nous permettre de commencer vite ou d'aller très loin avec l'aide de l'IA. Mais il peut arriver qu'on n'ait pas du tout les moyens pour... c'est pour ça que je n'ai pas parlé d'élection présidentielle, parce qu'on sait qu'au niveau présidentiel, il y a des moyens, mais quand on parle même d'élection de quartier, voilà, donc ce sont des choses qu'on peut activer, mais ça ne va pas empêcher les professionnels de toujours avoir leur place dans la dynamique. Alors, Frédéric Behorebi, vous êtes journaliste numérique, donc tout ce qui est digital, et également vous travaillez dans l'intelligence artificielle. Alors, comment justement vous pouvez vous appuyer sur ces avantages que procure l'intelligence artificielle, indépendamment des articles qui seraient peut-être, dont l'écriture serait facilitée? Dans le fact-checking, parce qu'aujourd'hui, la désinformation, selon le rapport de risques mondiaux en 2025, c'est le plus grand risque. La propagande de la désinformation, j'y arrive, est le plus grand risque. Ça fait 2 années que cela constitue le plus grand risque de tous les niveaux, de tout type de risque dans le monde entier. La propagation de la désinformation est le plus grand risque. Et donc, avec l'aide de l'intelligence artificielle, on peut vérifier une photo, une vidéo, du texte. Aujourd'hui, avec des outils digitaux, on peut utiliser, si ce texte-là a été généré par l'intelligence artificielle, ou bien ça a été écrit par un humain, et si c'est faux ou pas. Donc, on peut vérifier cela. Ça vous est arrivé déjà? Vous avez déjà eu cette expérience? Oui, tous les jours, on essaie de vérifier les images, de vérifier l'information, parce qu'aujourd'hui, la désinformation est devenue un outil, est devenue une arme politique, est devenue une arme de guerre. Et c'est tout à fait normal que nous puissions utiliser l'intelligence artificielle pour vérifier l'information et puis pour aller un peu plus vite. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en reportage, il y a ce qu'on appelle la guerre au scoop. Oui. Il y a plusieurs médias sont sur le segment de l'information et surtout de l'information de première nécessité. Et avec l'instantanéité d'Internet, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'arriver à la rédaction et d'écrire son papier, le faire corriger. Déjà, là-bas, avec le smartphone, on peut écrire, avec sa tablette, on peut écrire et puis envoyer son texte pour être corrigé afin de pouvoir être publié. Parce que bien que l'intelligence artificielle représente une avancée technologique, elle est également très, très déterminée pour manipuler l'information. Manipuler l'information. Si vous le permettez. Oui, bien sûr. Je veux faire une... Non, attendez juste une minute. Nous avons encore, et on l'a dit, il y a le code QR, il y a donc des téléspectateurs qui nous suivent. Alors, Balo Bachir pose cette question. Comment peut-on garantir que les systèmes d'IA prennent des décisions éthiques et transparentes, surtout lorsqu'ils sont utilisés dans des domaines sensibles comme la justice ou la santé? Monsieur Stéphane Kounandi Coulibaly. Oui, c'est une très bonne question et très importante. C'est actuellement le 3e pilier de notre stratégie dont je voulais parler. Donc on avait l'investissement, l'inclusion et le 3e, c'est le cadre réglementaire qui est extrêmement important pour le déploiement des solutions IA en Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous voulons s'assurer de faire, c'est d'établir un cadre réglementaire pour que l'IA qui sorte de notre pays soit une IA éthique, qui suit des règles fondamentales qui ont été discutées pendant l'élaboration de notre stratégie en collaboration avec l'UNESCO, qui a des recommandations de 2021 pour l'éthique de l'IA, qui ont été inclus dans l'élaboration de notre stratégie. Donc, nous allons mettre en place un label Safe IA qui va permettre de garantir que toutes les solutions IA qui vont sortir de notre hub IA qu'on va créer
seront des solutions qui seront éthiques, qui vont respecter l'humain et qui ne vont pas être utilisées à mauvais escient. Est-ce qu'il y aura une formation derrière, justement, avant que vous ne lanciez ce programme? Il y a un gros volet formation et sensibilisation qui va suivre également. Un grand volet formation, sensibilisation pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Alors, on parle de deepfake. Deepfake. Qu'est-ce que c'est que les deepfakes? Frédéric, vous lancez? Deepfake, c'est une vidéo truquée, généralement générée par l'intelligence artificielle, pour servir de terreau fertile à la désinformation. C'est-à-dire pour véhiculer... parce que la désinformation, comme on le dit, c'est une information qui est... Quelqu'un qui possède une information... Est-ce que c'est une information? Bon, on peut dire... D'un point de vue système d'information. Voilà, système d'information, on peut dire que c'est une information. Il sait manifestement que cette information, elle est fausse. Mais il la diffuse quand même. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Parce qu'il il veut que celui qui va recevoir cette information ait une réaction. C'est comme si s'il a une télécommande et qu'il vous téléguide, il vous envoie une information pour que vous puissiez réagir comme lui le souhaite. Et généralement, c'est vers la violence. Et donc, c'est pour nuire, et puis également aussi pour mettre la confusion, pour s'aimer le chaos, pour créer la peur, et la frayeur, la crainte, et pour que les gens soient un peu captifs et qu'ils ne puissent pas réfléchir par eux-mêmes. Mais il y a quand même une possibilité de détecter ce qui est vrai du faux. Oui, si je peux me permettre. Oui, après je vais revenir vers allez-y. Au-delà de la compétence personnelle qu'on peut avoir, qui va nous aider éventuellement à détecter le faux, il existe aujourd'hui des forums, je vais dire forums, donc des groupes de discussion, des endroits où vous pouvez systématiquement téléverser une information, fût-elle fake, pour que des gens, des experts, qui sont souvent anonymes, vous authentifient ou vous font savoir qu'il s'agit d'une information fausse. Il y a tout un process basé sur des fois des algorithmes ou soit des mises en parallèle grâce à des outils. Donc, pour n'importe quelle information diffusée aujourd'hui, il est important que le citoyen sache qu'il y a la possibilité de faire une vérification. Et la première vérification qu'on peut faire, c'est juste prendre cette information, qu'elle soit une vidéo, une image, du texte ou même du son, et la mettre tout simplement dans un moteur de recherche comme Google. D'accord. Et à partir de là, avec quelques commandes Google, vous pouvez avoir les informations sur la première diffusion de votre texte en question, de votre image en question. Et cette première diffusion va vous donner la source de cette diffusion. Donc, on peut tracer. Voilà. Donc, n'importe quelle information qui est... Avec Google Lens, TinEye, avec Yandex, ce sont les outils de vérification. Vous l'avez déjà fait? Oui. D'accord. Et puis, si je peux ajouter, c'est que une information, déjà, quand vous êtes en face, et ça c'est pour le téléspectateur, quand vous êtes en face d'une information, quand elle est sensationnelle, quand elle est confuse, manque de clarté, de détails précis, déjà, et puis vérifier également, est-ce que cette information, elle a été traitée par les médias traditionnels. Si elle n'a pas été traitée par les médias traditionnels, déjà, ça doit tirer votre attention pour dire, attention, cette information-là, on ne peut pas la prendre au premier degré, voilà, pour prendre du recul. Parce que, si vous le permettez, j'ai une petite démonstration. Je ne sais pas si je peux... Allez, je pense qu'on est là pour la sensibilisation de l'information. OK. Faites. Alors, le temps que vous vous installiez, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ce n'est pas effrayant? On va voir ce que vous nous proposez, Frédéric. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors? Photos. J'ai deux photos ici. L'une générée par l'intelligence artificielle et l'autre une photo réelle. Vous voyez? Mais vous avez la même configuration, la même texture, la même chronométrie, mais cette photo, elle est fausse et l'autre est vraie. Mais avant de mettre cette photo dans un outil, c'est de pouvoir regarder avec l'attention, avec une acuité visuelle, de regarder la photo. La forme déjà de la tête, les deux formes diffèrent. L'expression faciale aussi diffère.
Et même les habits que les deux images portent, c'est que ici, le vert et ce vert-là sont différenciés. C'est le président ukrainien. Pardon? C'est bien le président ukrainien. Oui, cette image, elle est pâle. Elle est très pâle et puis elle est mate. Les contours sont flous. Regardez la chevelure ici, c'est pas la même. Et donc, très attention. Avant de mettre cette image même dans un outil digital, un outil participatif, c'est déjà de regarder, de faire très attention par les textures, parce que les images générées par l'IA ont cette particularité d'avoir des contours flous, d'être un peu mat, d'être brillant, des images avec une brillance. Alors là, c'est la photo, et vous avez parlé, mais vous aussi, je pense, vous avez parlé de vidéo également. De vidéo. De vidéo également. Exactement. Donc, je vais repartir dans... Si la régie le permet, va le permettre. Allez-y. Qu'on puisse écouter ce que dit le président ukrainien. Vous voyez, les gestes sont mécaniques. Le mouvement des lèvres, c'est un travail de fact-checking qui a été réalisé par nos confrères du journal Le Parisien, parce qu'en mars 2025, on a fait dire au président ukrainien un message qu'il n'a pas dit. Et cette vidéo a été diffusée sur les ondes de Ukraine 24. C'est un média qui a été piraté par les hackers et cette vidéo est passée. Dans le but, de s'aimer la désolation, surtout mais de s'aimer le trouble et de décourager les troupes ukrainiennes qui sont au front. Donc c'est un outil qui participe à la propagande de la désinformation. Et donc, vous voyez, mais j'ai une autre vidéo, mais cette fois-ci, vous allez voir la différence, vous allez voir la texture, regardez le visage, tout ça. Et donc, le message même qui est dit et le mouvement des lèvres ne sont pas synchrones, il y a une différence. Et donc, si vous le permettez rapidement, je vais aller à... Voilà. Oh, attendez, je vais... Oui. Alors, justement, on va y arriver. Je vais y arriver. Oui. Alors, monsieur Stéphane Kounandi Koulibaly, quand vous voyez ça, c'est ouvert. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et après, Justin, par rapport à la population. Oui, et alors, c'est très important. Allons-y. On peut y aller. Ouais, ça, c'est le président ukrainien, en vrai, si je peux m'exprimer ici, en vrai, qui est en train de s'adresser et qui démontre cette information. Mais si vous avez vu tout à l'heure la texture, la chronométrie et la texture sont carrément différentes. Et là, vous allez voir que l'arrière-plan est bien visible, tout, alors que dans l'autre vidéo, les contours sont flous. Et donc, c'est de faire très attention parce qu'aujourd'hui, l'IA est devenue hétérofertile à la propagation de la désinformation. Et donc, nous ne sommes pas encore arrivés là, Dieu merci en Côte d'Ivoire, mais il va sans dire que nous sommes tout droit dans le chemin pour aller vers les élections. Et donc, on peut tomber sur ce genre de vidéos-là et c'est d'appeler à l'attention des uns et des autres. Voilà. Et donc, nous allons terminer par... Marie-Laure Ngouran. Notre consoeur Marie-Laure Ngouran, qui a été également victime de l'intelligence artificielle. Vous voyez déjà la configuration de son visage. Et si la régie me permet, est-ce qu'on peut écouter Marie-Laure Ngouran en vrai dans un studio de la RTI, si c'est possible au niveau de la régie? C'est votre dernière chance de vous inscrire au programme national du diabète. Le programme sera bientôt suspendu. Si vous ou vos proches êtes diabétiques, rendez-vous sur la page officielle de Dr. Je vous garantis que votre taux de sucre reviendra à la normale. Pour celui qui a l'habitude d'écouter Marie-Laure Ngouran, elle ne parle pas comme ça, son débit de parole n'est pas comme ça. Et l'aspect de son visage, la coiffure, tout. Même les transitions. Même les transitions. Et vous allez voir qu'ils ont pris la peine de mettre RTI Info, qui est une marque du groupe RTI, pour pouvoir donner plus de crédit à leur fake. Et donc, cette vidéo n'a jamais existé. Elle était générée par l'IA. Et donc, c'est de faire très attention. Les personnalités ne sont pas en reste. Même Franck Kessié a été victime de ce deepfake-là. Et donc, c'est de faire très, très attention. Voilà.
Merci beaucoup Frédéric Goribi pour cette démonstration. Je rappelle que vous êtes journaliste web, numérique. Alors, Gisèle Coulibaly, moi je vais vraiment laisser nos deux experts, c'est vrai, après je vais revenir à vous. Quand vous voyez cela, qu'est-ce qui se passe selon vous dans l'esprit de ceux qui le font? Alors, j'avoue que quelqu'un qui génère des informations avec une visée manifeste de manipulation de l'opinion ou utilise deepfake comme une arme de manipulation de masse, pour moi, c'est un acte criminel. Ça, c'est un premier élément. C'est un acte criminel parce que, justement, il va toucher à des éléments qui vont fragiliser le capital cohésion sociale. Il peut créer l'incohésion dans le pays. Il va vers la division. Donc, c'est une stratégie de division des communautés, voire des ethnies et même des religieux qu'il peut mettre en place. Et pour moi, il faut faire attention parce que en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire et les autres continents n'échappent pas, on se retrouve avec des personnes qui sont malades. Ce sont des malades mentaux. N'oublions pas que la situation... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que la santé mentale est méconnue en Afrique. Aller vers un... Pourtant, il y a un programme national qui est en cours. Et justement, heureusement que c'est une priorité pour le gouvernement ivoirien qui en fait son cheval de bataille. Et au niveau du programme national de santé mentale, on est dans la sensibilisation, dans l'éducation à la santé mentale. Et donc, ces personnes qui ne savent pas qu'elles sont malades mentales peuvent justement utiliser peut-être des données, un ordinateur, et puis utiliser ChatGPT, par exemple, pour produire des informations avisées de désinformation, et puis un algorithme va multiplier tout cela. Et donc, pour nous, la question de la santé mentale est à questionner, mais il faut aussi questionner leur éducation. Quelle est leur trajectoire pour qu'on voit le profil psychologique de ces individus? Pour moi, c'est une crise de leur éducation, crise de valeur également, et ces personnes peuvent être dans une ligne idéologique qui va jusqu'à la radicalisation. Ces personnes peuvent être des radicaux qui vont justement utiliser ces deepfakes pour faire en sorte qu'un candidat qu'ils supportent soit aux affaires et toujours aux affaires. Alors, Stéphane Kounandi Coulibaly, justement, il y a des lois, il y a quand même une loi qui existe pour essayer que c'est peut-être pas une régulation, une autorégulation, mais il y a une loi qui existe quand même pour contrer tout ce qui s'adonne à ces deepfakes, parce que sur TikTok, c'est vraiment l'espace, on va dire, qu'adore ceux qui s'adonnent à ce genre de comportement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quand je dis vous, c'est qu'est-ce que justement l'État, à travers le ministère de la Transition numérique, fait? Alors, plusieurs choses. Ça commence par le volet législatif et le volet aussi institutionnel. Au niveau législatif, on a une loi qui existe, la loi de la cybersécurité, la loi 2013-451 du 19 juin 2013, qui justement réprimande toutes ces actions de deepfake, de fausses informations sur les réseaux sociaux, sur Internet en Côte d'Ivoire. Au-delà de cette loi, nous avons aussi des institutions. Et on a l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui a été créée récemment pour justement combattre ces éléments-là, avec plusieurs missions, non seulement la surveillance de nos réseaux sociaux et de notre espace cyber, mais aussi la responsabilité de signaler des éléments qui sont un peu douteux. Et également la sensibilisation de la population et enfin des démentis. C'est-à-dire que si quelque chose a été avéré et faux, nous avons des moyens de pouvoir justement démentir très rapidement ces informations. Donc ça, c'est un volet législatif et institutionnel. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place à tous les niveaux. Je pense que pour les élections, les organes d'organisation de l'élection, la CEI, sont en train de mettre en place justement des éléments pour pouvoir justement
adresser toutes les mauvaises rumeurs autour des élections présidentielles qui arrivent bientôt. Mais au-delà de ça, même les outils les compagnies sur les sites Internet, que ce soit Google ou Facebook, ont des outils qui permettent de pouvoir justement adresser ces problèmes-là. On a mentionné tout à l'heure Google, qui a mis en place une solution, Google Fact Check Tool, qui permet de pouvoir justement rapidement checker la vérité d'une information. On a Meta et Facebook qui ont une équipe en place qui traque toutes les informations qui sont fausses. Il y a par exemple Twitter qui a mis en place une IA, Grok, qui permet d'identifier une information fausse. Alors, quand on voit tout ça, on se dit qu'on est protégé, il n'y a pas de... en réalité, les utilisateurs, les populations sont protégés. En fait, il y a un dispositif qui existe. Alors, l'État joue son rôle. L'État joue son rôle. Ces conditions pour pouvoir justement s'assurer que tout se passe dans les normes. Au-delà de ça, nous avons aussi des actions spécifiques, comme par exemple avec le ministère de la Communication, une campagne de sensibilisation en ligne, tous responsables, qui a été très populaire, vue partout. Au-delà de ça, au niveau de notre ministère, nous avons aussi mis en place une stratégie de l'intelligence artificielle qui permet de pouvoir avoir un cadre réglementaire et un label Safe IA qui permet de vraiment s'assurer qu'il y ait un contrôle, comme une police qui va s'assurer que toutes les solutions IA soient vérifiées. Et au-delà de ça, nous allons aussi organiser un hackathon avec les jeunes créatifs qui viennent avec des solutions pour pouvoir trouver des moyens de pouvoir détecter toutes ces fake news et ces deepfakes. Alors, Monsieur Ouma, donc on voit qu'il y a une organisation, il y a des outils. Est-ce que vous, à votre niveau, vous faites de la formation, de la sensibilisation justement sur ces questions concernant au-delà du deepfake, mais les risques justement de la mauvaise utilisation, surtout en cette période, de l'intelligence artificielle. Comment ça se passe concrètement? Alors, nous ne faisons pas de formation, de sensibilisation spécifique aux risques, mais nous incluons ces éléments-là dans des parcours de formation dans lesquels on commence par découvrir comment fonctionne l'intelligence artificielle. On apprend à l'utiliser de manière convenable et de manière efficace. Puis, on va jusqu'à être force de proposition pour tout ce qui est éthique et transformer nos apprenants en des utilisateurs responsables. Le confrère le disait tout à l'heure qu'il y a, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, des dispositions qui ont été prises. Et c'est vraiment à saluer parce que autour de nous, ce n'est pas forcément la même chose. Nous sommes vraiment pionniers et c'est une très bonne chose d'avoir cette ambition et d'avoir démarré. Alors, ce qui se pose comme problème aujourd'hui avec un concept et cette technologie appelée intelligence artificielle, c'est qu'elle vient trop vite dans les mains de l'utilisateur. On veut comprendre. Elle vient trop vite dans les mains de l'utilisateur. On n'a pas eu de technologie qui s'est imposée aussi rapidement et qui a été accessible aussi rapidement aux utilisateurs. Pour tout ce qui précède l'ordinateur, les logiciels, ça a suivi un circuit, commençant par les militaires très souvent, les administrations publiques, les écoles, les organisations commerciales et non commerciales, puis à la fin de la chaîne, il y avait les utilisateurs. Malheureusement, aujourd'hui, ChatGPT a été mis en ligne et n'importe qui sur cette planète... Donc il n'y a pas de contrôle? Si, il y a un contrôle. Le contrôle, il est comme partout. Prenez les conditions d'utilisation de ChatGPT et de tous ses concurrents. Tout ce dont on est en train de parler ici est mentionné. Mais on sait très bien que même pas 1% de la population prend le temps de lire ce qui est écrit. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire et certaines initiatives citoyennes, même de certaines grandes entreprises, comme il a mentionné tout à l'heure, Facebook, Google, ont pris sur elles d'intensifier la sensibilisation. Même, comme vous pouvez le constater, malheureusement, comme je l'ai dit, l'IA est venue avec une vitesse qu'on n'a pas connue avant. Et du coup, ça va avoir des dégâts. Ça va avoir des dégâts. Mais ce type de débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce type d'émission, s'il y en a de plus en plus,
on est là pour ça. Voilà. On va limiter les dégâts. Donc, on va éviter. Alors moi, j'ai juste une question. Frédéric, vous êtes journaliste, c'est vrai, et je voudrais entendre après les sociologues. Alors vous dites que ça va très très vite. Hein. Jean-Patrick et moi, vous le dites, ça va très vite. Mais est-ce qu'on peut rester, on va dire, en retrait du progrès ou de la modernité? Non, pas du tout. On peut pas rester en retrait de la modernité. Mais ce que Jean-Patrick essaie d'expliquer, c'est que ce soit l'ordinateur, que ce soit les autres applications, ça a suivi un circuit normal. Oui, tout à fait. Et au bout de la chaîne, il y avait les usagers, il y avait les utilisateurs. Avec l'intelligence artificielle, on a commencé par la fin, pratiquement par la fin. Ça a été mis en ligne et c'est les utilisateurs qui ont commencé à vulgariser pour faire connaître les pouvoirs publics et les entités commerciales et non commerciales se sont dit pourquoi ne pas se mettre au même diapason, pourquoi ne pas se mettre sur la même longueur d'onde avec les utilisateurs. Et donc c'est comme ça, mais ça va tellement vite parce que chaque jour que Dieu fait, il y a, comment dirais-je, une IA qui est inventée et qui apporte encore un peu plus de modernité dans l'utilisation des technologies. Et donc c'est ça qui est le drame. Et donc c'est comme si on a chargé une arme et on l'a mis dans les mains de quelqu'un qui n'a pas appris à tirer. Et donc, quand la personne commence à tirer, peut-être ça va dans tous les sens, mais c'est de revenir aux fondamentaux, c'est de faire de l'éducation aux médias, c'est de pouvoir, dans la stratégie, et c'est déjà, je voulais au passage saluer l'État du Côte d'Ivoire qui a pris sur lui, la Côte d'Ivoire a pris sur elle de mettre en place une stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données. C'est pas tous les pays qui font ça. Ma préoccupation, ce n'est pas que ça ne soit pas, que ça ne reste pas dans les tiroirs, que ce soit vraiment implémenté pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment le hub comme elle le souhaite. Parce que si vous permettez, on a vu la désinformation, le fact-checking, tout le monde était enthousiaste. Tout le monde voulait faire du fact-checking. Et puis après, ça a été un feu de paille, c'est resté. Ça a été mais vous continuez. Le blogging. Nous, on continue, mais on a besoin de moyens. Le blogging, quand le blogging qu'on appelle le journalisme citoyen est venu, tout le monde, parce qu'il y avait des fonds disponibles à capter, les gens se sont rués. Et puis après, ils sont allés et c'est resté comme ça. Voilà. Et donc, ce que je souhaite, c'est que véritablement l'État du Côte d'Ivoire puisse se donner les moyens d'implémenter sa stratégie nationale comment on appelle ça, en dotant la Côte d'Ivoire d'experts, en faisant de la formation, des ingénieurs qui sont des différentes écoles. Et en vous associant aussi. Exactement. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Alors, Justin Coulibaly, je voulais vous poser la même question parce qu'on parle il a parlé de fusils chargés, ça va trop vite, ça peut provoquer un certain nombre d'éléments. Vous, sur le terrain, comment justement on protège la société et les populations quand il y a entre guillemets, cette arme? Oui, alors on aborde un sujet vraiment sensible. Hein. On dit ça va très vite, mais n'oublions pas que l'IA intervient dans un contexte sociologique. Quelle est la caractéristique de nos populations? On a des populations généralement qui sont analphabètes. Le taux d'analphabétisme est élevé, vous le savez tous. Et dans la stratégie, ils sont revenus sur un principe important, c'est le principe de l'inclusion sociale. C'est-à-dire, on saisit l'opportunité de l'IA pour promouvoir l'égalité des chances, lutter contre toutes les formes de discrimination et accompagner l'autonomisation. Parce que le milieu rural ne doit pas être en marge de ce changement qui est apporté par l'IA. Il ne faudrait pas aussi que les femmes qui, de par leur statut, sont discriminées, soient exclues de ce processus. Donc, aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est l'éducation au numérique. Parce qu'en réalité, on est dans un contexte de transition numérique. Est-ce que nos populations se sont appropriées la problématique de l'IA? Non. Nous sommes encore à nos balbutiements. Passez-moi l'expression. Nous sommes encore à nos balbutiements parce qu'on est utilisateur, mais on ne maîtrise pas l'arme que nous avons entre les mains. Exactement. On estime consommateur, mais on ne maîtrise pas les enjeux. C'est pour cette raison que certaines personnes, par ignorance, relaient des informations sans... Vous pensez que c'est par ignorance, en dépit de toutes les campagnes qui sont faites justement pour informer sur les fake news?
Oui, mais attendons, les campagnes qui se mettent en place, c'est par rapport au constat qui a été fait. Parce que c'est le déclencheur qui emmène le gouvernement à non seulement développer une stratégie, mais aussi mettre en place une campagne de sensibilisation, mais mieux d'éducation au changement de mentalité, d'attitude, parce qu'il faut de la responsabilité et il faut que l'IA aussi développe un espace sûr. Nous avons une question sur la tablette. Je voulais juste apporter de l'eau au moulin de M. Koulibaly. Selon l'index de report de l'Institut d'intelligence artificielle du centré sur l'humain de l'Université de Stanford, ça a été publié en 2025. Les États-Unis sont leaders. 61 modèles d'IA de pointe provenaient d'institutions basées aux États-Unis. L'Union européenne, 21 modèles. La Chine, 15. L'Afrique, 0. Bon, à ce niveau aussi, on voit qu'il y a un combat. Alors, je voudrais poser cette question. Il faut être compétitif. Et je voudrais poser cette question à M. Stéphane Kounandi Koulibaly. Elle vient d'Emma Yehi de Côte d'Ivoire. Alors, comment encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans le processus électoral pour garantir la transparence, l'intégrité et la souveraineté du vote en 2025. Cette question, elle est valable pour tout le monde, autant pour M. Eouma, pour M. Frédéric Goribi, et également, elle est valable pour tout le monde. Oui, donc, comment, techniquement, on va dire, comment on peut encadrer? Alors, c'est important de comprendre que, de manière générale, toutes les mauvaises informations sont à combattre, pas seulement dans le cadre de l'élection. Donc, dans la stratégie nationale, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on aura plus tard établi justement un cadre et un label Safe IA, avec comme une police de l'IA qui va s'assurer que tout ce qui sort de nos structures, de notre hub de l'IA, soit éthique et respecte le cadre réglementaire qui sera instauré, suivant les recommandations 2021 de l'UNESCO. Au-delà de ça, nous avons donc cette agence, l'ANSSI, on l'a mentionné tout à l'heure, qui veille justement à sécuriser l'espace cyber de la Côte d'Ivoire et s'assurer que toutes les informations qui sont fausses soient traquées et soient démenties. Au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas regarder seulement que le gouvernement pour répondre à ce besoin, à cette situation. Il est important que la presse joue son rôle. Et là, nous sommes sur le plateau. Nous sommes exactement sur le plateau et c'est justement important qu'on puisse sensibiliser la population à travers tous les canaux possibles. Et au-delà de ça, c'est aux populations elles-mêmes de aussi prendre leurs responsabilités et d'apporter un jugement aux informations qu'elles reçoivent et qu'elles voient sur les réseaux. Il faut que chacun joue son rôle, pas seulement le gouvernement. Chacun doit jouer son rôle. Alors, justement, Jean-Patrick Eouma, je vais rajouter à la question d'Emma Yehi, justement, comment on évite que l'IA ne soit utilisée pour du cyberharcèlement politique? Ça complète la question de Emma Yehi, qui parlait de l'encadrement. Alors, il y a des choses, malheureusement, qu'on ne pourra pas éviter. Par exemple? Le cyberharcèlement politique. Vous savez, je vois souvent dans des forums sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, des comptes anonymes. Donc des comptes qui sont à la base interdits même par Facebook. Des trolls. Des trolls qui sont devenus tellement bons à se faire passer pour des êtres humains. Et qui arrivent à prendre le dessus dans des débats dans lesquels il y a souvent 1000 commentaires, 2000 commentaires. Est-ce qu'on est dépassé? On est un temps soit peu dépassé. Comme je le disais tout à l'heure, les choses vont très vite. Pour vous donner une perspective, jusqu'à présent, les technologies ont une évolution presque linéaire. Les plus grandes, les plus importantes récemment, étaient à la limite exponentielles. Mais ce qui se passe avec l'IA, c'est au-delà de l'exponentiel. Donc même nous, les informaticiens, il y a des choses qui nous dépassent, mais c'est à la limite momentanée parce que rien que ces 3 dernières années, on commence à prendre le contrôle sur certaines choses. Donc, je disais tantôt qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter quelqu'un qui est très bon et qui est malade à utiliser l'intelligence artificielle pour emmerder les autres. Excusez-moi du terme, mais pour pourrir la vie des autres. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est arriver à faire comprendre aux autres, à ces personnes qui vont se faire pourrir la vie, qu'il y a une disposition psychomentale, c'est bien ça, à avoir lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre à se déconnecter. Moi, personnellement, le samedi, vous verrez rarement une publication de ma part.
Vous réussissez? Et depuis plus de 15 ans, j'essaye d'éviter. Si vous voyez une publication, ce sera peut-être lié au sport ou à une activité dans mon village. Ou peut-être c'est l'IA. Voilà. Donc on sait que Jean-Patrick Ehouma ne va rien publier lié à son métier. Hein. À la limite, il partagera quelque chose et on saura la source. Donc si les leaders habituent par exemple leur militants, population, leur audimat, à des manières de faire, à des manières d'utiliser l'intelligence artificielle, les outils d'information comme les réseaux sociaux, c'est déjà un grand pas. Si après, on continue avec les journalistes que vous êtes, la société civile, il faut vraiment intensifier les choses dans ces 6 derniers mois, parce qu'avec ce qui se passe, on a vraiment besoin de l'aide de tout le monde pour que les gens à Tanda, les gens à Souba, à Boisseau puissent comprendre que il y a des informations qu'il faut juste ignorer. Il y a des informations qu'il faut ignorer. Voilà, mais encore faut être préparé. Il y a des profils, il y a des profils qu'il faut ignorer, même si jusque-là. Comment on les détecte, M. Ehouma, ces profils qu'il faut ignorer? Alors, quelqu'un qui arrive à commenter, à commenter 10 autres commentaires, ce n'est pas normal. Il n'a rien d'autre à faire. Mais pourquoi? Pourquoi ce ne serait pas normal, M. Ehouma? Écoutez, bon, vous le faites aujourd'hui, on peut comprendre. D'accord. Demain, vous faites la même chose. Oui. Alors, on vous retrouve dans un autre forum. Il y a des gens qui vous interpellent, qui interpellent pour dire que « Ah, mais celui-là, il ne fait que commenter, il a fait le même commentaire. » Donc, c'est un signe. Voilà, il faut l'éviter. Il faut juste éviter. Et les trolls, pour ajouter ce que Jean-Baptiste JP dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont mandatés pour pouvoir détourner l'attention ou bien pour salir une publication. Et en période, dans cette période... Si, c'est des trolls. C'est-à-dire que vous faites une publication sur une problématique donnée et la personne vient, elle ne s'occupe pas de la publication, elle commence à vous injurier ou bien injurier quelqu'un qui a commenté. Donc elle est mandatée. Donc elle est mandatée, elle vient pour détourner, elle vient pour détourner l'attention des usagers sur la problématique qui est posée, qui peut être un problème d'intérêt national ou bien d'intérêt général ou bien avec un impact social. Mais lui, il vient juste pour pouvoir détourner et il vient pour injurier. Il ne fait que injurier les gens et des gens commencent à répondre. Et plus vous répondez, plus la portée de ces commentaires s'amplifie. Et donc le problème que le monsieur a posé est mis de côté, est ignoré et on commence à s'attaquer, on rentre souvent dans la vie privée parce que pendant que vous l'interrogez, il va faire des recherches sur vous, soit sur Google, ou sur Facebook, ou sur Twitter, pour avoir quelques bulles d'informations. Le prochain commentaire. Exactement, pour faire le prochain commentaire et au fur et à mesure, ça va s'enchaîner et vous êtes déjà, l'attention est détournée du problème que vous avez posé. Et donc, c'est des trolls qui sont en mission. Les trolls sont en mission et ils c'est peuvent être utilisés. Parce qu'il y en a qui ont commencé 1 an, 2 ans avant notre période électorale de 2025. Exactement. Vous en avez détecté. Mettre en confiance les algorithmes des réseaux sociaux de sorte à ce qu'ils ne soient pas bloqués. Parfaitement. Et il y a des gens aujourd'hui qui prennent ces personnes-là en référence. Ces personnes anonymes, je dirais ces personnes digitales, virtuelles, en référence. Et il y en a un lot sur des forums comme ODCI, c'est ça. On ne fait pas de publicité de ces forums ici. Et je voudrais, excusez-moi, M. Ehouma, et je voudrais donc justement poser la question. Faire justement pour aider les gens à pouvoir se retrouver dans les bons. J'ai une question pour vous aussi après. D'accord. C'est ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour justement aider à identifier ces éléments-là. Et par exemple, l'ANSSI a ce qu'on appelle Alerte 100, qui est une page Facebook qui permet de pouvoir dénoncer justement ce genre de situation afin que ça puisse... Vous pensez que les gens ont la force de dénoncer? Est-ce que la dénonciation, elle est anonyme? Comment ça se passe? La dénonciation, c'est aussi de pouvoir s'assurer que l'information est donnée est vraie, qu'il s'agit d'un troll à qui on a affaire. Et souvent, ce n'est pas évident de pouvoir le savoir de nous-mêmes. Donc, de mettre à la disposition de nos populations un moyen de pouvoir justement vérifier ces informations, de vérifier les profils qui s'engagent dans les discussions sur les chats et tout ça, c'est important. Donc l'État a ça en place et je pense que d'ici la fin de la semaine, aux alentours du 2 mai, vendredi, il y aura un nouveau programme qui va s'appeler Lucide. Lucide, c'est la lutte unie. C'est un scoop que vous nous donnez?
C'est un scoop, mais qui va venir bientôt, être une information qui sera connue de tout le monde, mais qui permet de lutter justement contre la désinformation électorale plus spécifiquement. Lutter contre la désinformation électorale. Alors même moi, je vais vous poser une question à tous les quatre. Oui, d'ailleurs, je vais commencer par vous et je vais faire le tour. En période électorale, parce que même si c'est vrai que de façon officielle, nous ne sommes pas en période électorale. On voit certaines choses qui se passent sur le terrain, mais juridiquement, nous ne sommes pas en période électorale. Ceci dit, comment peut-on, de façon technique, comment peut-on contrer les armes, je mets entre guillemets, donc l'arme de l'intelligence artificielle, qui serait entre des mains de puissances invisibles ou étrangères, qui viennent contrer ou s'infiltrer dans le processus électoral, pour des raisons diverses. Changer des chiffres, on peut changer beaucoup de choses. Comment on fait? Alors, une chose, d'un point de vue technique, oui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas éviter. Comme vous venez de le dire dans la question, il y a des mains qu'on ne connaît pas qui peuvent manipuler des choses à un certain niveau. Par contre, si on prend le soin d'éduquer la population sur éventuellement un seul canal officiel de diffusion d'un certain type d'information, un seul canal officiel de diffusion des communiqués et consorts. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, concernant la Côte d'Ivoire, vous avez des communiqués officiels qui sortent dans des forums avant même de sortir sur des journaux gouvernementaux. Et parfois, ce sont des fakes aussi, on est d'accord. Parfois. Finalement, pour le citoyen, vu qu'il y en a un ou deux communiqués qui ont été bons, pour le citoyen, tout est censé être bon jusqu'à ce qu'on dise que c'est fake. Donc, on a un travail à faire à ce niveau. C'est-à-dire nos canaux officiels, ici en Côte d'Ivoire, de diffusion de l'information qui doit être prise en compte dans une année électorale. On n'est pas en période électorale, mais dans une année électorale, il va falloir qu'on fasse un travail de sensibilisation à ce niveau. Sinon, ça va être difficile parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le citoyen sait manipuler un tant soit peu. L'intelligence artificielle, il est capable de faire des dégâts avec. Autant des organisations peuvent faire ces dégâts-là, mais aujourd'hui, autant le citoyen, qui se connaît un petit peu, peut orchestrer ou bien se mettre en bande et orchestrer des choses qui peuvent être dévastatrices. Et pour les attaques internationales venant d'ailleurs, il faut s'assurer que le pays est contrôlé quand même, qu'il y a quand même une agence en charge de sécurité. Qui contrôle. Sécuriser notre espace cyber. Donc, c'est la DITT, la CICER qui sont mis ensemble pour former l'ANSSI. Et qui aujourd'hui sécurise notre espace. Pour contrer toutes les tentatives de cyber-attaques qui viendraient de partout, on va dire ça comme ça. Exactement. Justin Coulibaly, après nous allons passer justement à l'axe 3. Mais je vous écoute. Moi, rapidement, allez-y. Je pense que je vais faire deux interventions. La première, c'est que par rapport à la question que vous posez, malheureusement, c'est vrai. Je vais vous partager des expériences qui sont déroulées en période électorale dans d'autres pays. Quand vous prenez, par exemple, l'élection présidentielle américaine, en 2016, vous vous souviendrez qu'il y a eu des agents russes, paraît-il, influencé l'opinion. Qui aurait influencé. Je dis bien, paraît-il. Oui, mais qui aurait influencé. Qui aurait influencé, je veux dire, l'opinion publique pendant les élections au moyen de faux comptes. 2 ans avant. Faux comptes de réseaux sociaux afin de disséminer de mauvaises informations. Deuxième exemple, c'est l'élection brésilienne en 2018. Là, on a utilisé WhatsApp. WhatsApp aurait été utilisé largement pour une campagne de désinformation. Voyez-vous, donc c'est des comptes fictifs, c'est des groupes qui ont été créés pour la désinformation. Et enfin, à côté de nous, au Nigeria, en 2023, les plateformes des médias sociaux, y compris Twitter, Facebook, ont vu la diffusion de récits manipulés. Donc pour dire que l'IA utilisée en période électorale, il peut avoir des inconvénients, il peut avoir des menaces, il peut avoir des dangers. Et comme on le dit, il est bon que les Ivoiriens et toutes les populations soient informés des dangers potentiels de l'IA si on ne maîtrise pas le contenu. Parce que tout le monde peut générer, parce qu'il y a l'IA générative, mais c'est à cause de l'IA générative qu'on a pris conscience de ce que, justement, le contenu peut être manipulé à des fins politiques. Une manipulation à des fins politiques. Alors,
Gislain Coulibaly, vous parlez justement des Ivoiriens qui doivent prendre conscience de ce qui peut être un risque. Et nous allons justement les écouter et nous passons donc aux recommandations et nous retrouvons Siaka Kone. Dans un premier temps, il faut créer un cadre juridique pour les élections. Ça, c'est un élément urgent à mettre en place. OK? Après le cadre juridique, il faut penser au cadre technique. Il faut utiliser les outils de cybersécurité pour détecter les deepfakes. Pour la population, je crois que nous ne sommes pas au même niveau d'expertise. Ceci étant, c'est à nous de créer des supports pédagogiques pour sensibiliser la population, en l'occurrence plus particulièrement les électeurs. En guise de recommandation, nous disons que pour éviter les dérives liées à l'intelligence artificielle, nous proposons la mise en place de plusieurs garanties à travers des principes, des réglementations et des pratiques techniques. Alors pour nous, il faut une réglementation plus stricte afin de prévenir tout abus potentiel de ce type de technologie et conforme aux normes internationales actuelles en matière de respect des droits fondamentaux et des libertés des personnes. En plus, nous pensons que les gouvernements doivent mettre en place un cadre spécifique, n'est-ce pas, visant à protéger le public, les partis et groupements politiques, les électeurs contre toute forme abusive d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut également mettre en place sur la régulation du numérique et l'intelligence artificielle à travers une bonne coopération avec les grandes instances africaines et mondiales en charge de cette question, ainsi qu'avec les géants de la tech. Il faut former les développeurs eux-mêmes, les décideurs politiques et citoyens pour qu'ils comprennent les risques et sachent comment utiliser ou encadrer l'intelligence artificielle de manière responsable. Utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. Merci à la présidente du CNDH. Alors, messieurs, nous sommes donc dans les recommandations, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé d'avantages, des inconvénients, vous avez fait l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour l'utilisation positive de l'intelligence artificielle, Gislain Coulibaly? Alors, moi, je pense qu'un acteur important, qui est un acteur de dialogue social et politique, ce sont les organisations de la société civile. Il faut que le gouvernement travaille avec les organisations de la société civile qui, pour moi, sont sur l'ensemble du territoire. Ce sont des relais importants auprès des communautés. Je veux parler des communautés rurales. Il faut absolument que ces organisations de la société civile utilisent le langage vernaculaire, donc je veux dire en langue locale. Il faut que l'information soit passée pour que les communautés soient informées des dangers de la désinformation. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, il faut que tous les pays africains puissent travailler en synergie. On développe... Mais déjà, est-ce que ce n'est pas déjà dans la sous-région qu'il faudrait le faire? Justement. Donc pour moi, c'est important qu'il y ait cette synergie, cette collaboration pour que la stratégie de développement de l'IA soit une stratégie harmonisée au niveau de nos pays africains. Et pour moi, j'y tiens, c'est important. Moi, mon dernier propos, c'est de dire, attention, en période électorale, très souvent, la technologie facilite les violences basées sur le genre. Notamment en période électorale, les femmes sont victimes de discrédit, elles sont victimes d'humiliation et on essaie de les réduire au silence. Non, il faut que l'IA soit plutôt un vecteur de promotion de l'égalité des chances et lutter surtout contre tout ce qui est violence basée sur le genre. Alors, Frédéric Goribi, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes donc, c'est vrai que RTI Info, vous êtes quelqu'un qui fait de la vérification, le fact-checking. En période électorale,
Un média web, est-ce qu'il doit être un simple relais d'information ou bien il peut devenir un contre-pouvoir numérique face justement à tout ce qui pourrait arriver comme manipulation, trucage d'informations, que sais-je? Comment vous positionnez justement à cette période? D'abord, il faut dire que le web, ceux qui ont créé Internet et JPLA, a du mal à être régulé. Donc, le web lui-même, on a du mal à réguler le web. C'est de préparer les uns et les autres à l'utilisation efficace et efficiente des réseaux, de l'Internet et notamment des réseaux sociaux. Et ça passe par l'éducation aux médias. Oui. Comment on utilise, comment on consomme. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est rentré dans nos habitudes et le numérique, aujourd'hui, est devenu un outil de propagande politique. Et donc, toutes les organisations politiques l'utilisent. Ils ont leurs cyber-militants. En plus de ceux-ci, il y a ceux qui ont trouvé un terreau pour se faire de l'argent, les UGN partagés, et qui aujourd'hui sont devenus, qui se prennent pour des médias. Et qui, oui, il y en a qui sont suivis. Il y a un qui nous a dit qu'il a plus d'audience que la RTI. Bon, ça c'est... Non, passons. Oui. Ma question, mais ils sont suivis. Comment vous expliquez ça? Après, peut-être vous allez m'expliquer. Ils sont suivis parce que les gens aiment le sensationnel. Oui. Les gens aiment entendre... les gens préfèrent nourrir leur ego et puis être confortés dans leur bulle. C'est-à-dire des choses qui les réconfortent et qui, même si ils savent pertinemment que c'est faux, mais ça nourrit leur fantasme, ça donne un sens à leur vie, quelque chose, ça les console, si je peux m'exprimer, si ça les console. Sinon, ils savent que toutes les prédictions, les prophéties, les informations, les scoops, la plupart du temps, c'est du pipeau. Et ceux mêmes qui se sont spécialisés après, ils sont rentrés dans les rangs, on n'entend plus parler. Parce qu'un média, c'est une déontologie, c'est une éthique et ça respecte. Alors que celui qui est sur Internet, il cherche de l'argent, donc c'est un mercenaire et qui fait de la vidéo pour pouvoir s'en sortir. Donc quand il le fait, il est sans scrupule. Il n'a pas de rédaction, il n'a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique, donc il le fait. Donc ce que je te recommande, c'est que les utilisateurs ne donnent pas foi à toutes les informations. Parce que ce qui est sur le net, tout ce qui est sur le net n'est pas net. Tout ce qui est sur le net n'est pas net. Monsieur Stéphane Kounandi Coulibaly, quels seraient pour vous les 3 grands défis pour la Côte d'Ivoire concernant l'IA et la période qui s'annonce? Les 3 grands défis. Alors je dirais, on va commencer par la sensibilisation. Oui. C'est important que nos populations soient éduquées, conscientes des enjeux et des défis, des opportunités. Est-ce qu'il n'y a que la population? Et les partis politiques, les hommes politiques. Tout le monde doit être impliqué, oui. Tous impliqués et tous conscients des enjeux, des opportunités, mais aussi des dangers liés à l'IA. Donc je pense que ça, c'est un premier volet. Nous comptons faire une conférence nationale sur l'IA le 19 mai. Donc ça va être bientôt passé dans les journaux et tout le monde pourra s'inscrire et y participer. C'est important qu'il y ait un engouement complet, total de toute la population, tous les partis politiques. Abidjan, ou bien vous irez aussi à l'intérieur du pays pour aller à la rencontre aussi des populations à l'intérieur du pays? C'est prévu également. Donc c'est important que tout le monde soit impliqué. Le pilier numéro 2 de notre stratégie, c'est l'inclusion. Et ça implique toutes les régions. C'est ce que nous avons fait pendant l'élaboration de la stratégie elle-même. Oui. Nous sommes allés dans 8 différentes régions pour s'assurer que tout le monde ait un input dans la stratégie nationale. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est de s'assurer que cette stratégie soit effective. Donc, ce ne soit pas juste une stratégie qui soit dans un document, mais que ce soit quelque chose qui touche la vie des Ivoiriens, qui soit impliqué. Et la change un peu aussi. Et qui soit palpable. C'est-à-dire que des solutions IA qui sont utilisées par les Ivoiriens, qui sentent que ça change leur vie, ça les touche. Et ça, c'est quelque chose de prévu également dans la stratégie. On s'assure qu'on va commencer par l'agriculture comme premier secteur d'activité prioritaire et ensuite l'étendre à l'éducation, à la santé et à plusieurs autres. Des piliers importants en fait. Exactement. Et enfin, un important élément aussi, c'est de s'assurer que tout le monde est conscient que c'est réprimandable. C'est quelque chose qui est réprimandé par la loi. Il y a une loi, il y a un article 65 de la loi qui dit que toute personne qui s'adonne à ce genre de pratique est soumis à la punition de la loi, 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. Donc c'est très clair. Très clair. C'est très clair, donc c'est vraiment encadré. Encadré. Alors, Justin Coulibaly, l'IA ne fait-elle pas
finalement, qu'amplifier nos propres penchants pour la rumeur, le complot, la manipulation. Et je poserai la même question à Jean-Patrick Ehouma. Est-ce que le sociologue que vous êtes, est-ce que c'est pas juste le relais, elle n'est pas un pont en ce qui concerne la rumeur? Malheureusement, à froid, ce que nous constatons, c'est que l'Ivoirien est friand de buzz. Il est friand de buzz, il est friand de béret. Du matin au soir, il va s'imbiber à des informations qui ne sont pas toujours de vraies informations, mais ils aiment baigner dans du fantasme, comme l'autre le disait. Et donc, il faut absolument que l'Ivoirien lui-même sorte de ces fantasmes et de ces comportements qui s'apparentent à des dérives. Passez-moi l'expression. Pour moi, ce sont des dérives. C'est le sujet, hein, on parle de dérives. Ce sont des dérives. Parce qu'on ne peut pas aller suivre des personnes qui ne sont pas des personnes de référence, qui sont en quête eux-mêmes d'estime de soi. Exactement. Parce qu'effectivement, c'est des personnes qui sont frustrées socialement dans leur cellule familiale, qui ont connu des cas de trauma, qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et qui sont en quête d'estime de soi, de confiance en soi, à qui on donne de l'audience. Et ils vivent de ça. Et donc, il faut justement couper à ces personnes-là ces canaux et leur permettre de rentrer dans les rangs, si vous me passez l'expression. Et pour nous, il faut qu'on se donne la main. Tous les Ivoiriens responsables doivent bouter toutes les personnes qui se rendent coupables de manipulation. Ce sont des criminels et il faut justement que la force revienne à la loi. Force doit être à la loi. Jean-Patrick Ehouma, au niveau de la force, doit rester à la loi. Est-ce que l'IA n'est pas le transfert de certaines émotions ou d'ego ou autres? Alors, le frère Koulibaly l'a si bien dit, hein, les gens souffrent de troubles et malheureusement, grâce à ces outils-là, ils trouvent un exutoire. Hein. Mais... Au péril de la stabilité ou parfois de la cohésion sociale? Alors, comme il le disait tout à l'heure, bien avant, les maladies mentales sont une réalité. Mais nous n'en sommes pas si conscients que ça dans nos pays. Et donc, on a peut-être 10 fois plus de personnes malades mentales qu'on ne le pense. Et pour quelqu'un qui est malade, alors je ne suis pas un spécialiste, mais j'imagine que faire cette publication, ça peut-être réduit quelque peu son mal, ou je dirais une sorte de dopamine, hein? Donc il réduit son mal un tant soit peu. Malheureusement, elle n'a pas conscience de l'impact que ça peut avoir. Alors vous pensez, tous les quatre, excusez-moi, je rebondis sur ce que vous dites pour vous poser la question à tous les quatre, vous pensez que, indépendamment de peut-être des malades qui s'ignorent, il n'y a pas des personnes de façon, on va dire, claire et organisée, engagée? J'allais en venir. Poursuivez alors. J'allais en venir. Poursuivez. Voilà. Parce que même pour se mettre dans une telle organisation, il faut avoir des dispositions. Parce que quand on sait l'impact que ça peut avoir, oui. on peut se retenir. Je vais tout de suite parler même des recommandations. Hein. Oui, on est dans les recommandations, monsieur. Vous savez, peut-être que Frédéric peut confirmer, je crois qu'on a plus de 70% de la population qui est jeune. Moins de 35 ans. Voilà. Moins de 35 ans. Et donc j'imagine que, en termes de proportion, pour ceux qui animent la vie politique par leur décision de vote, oui. On est sur des chiffres peut-être dans le même sens. Hein. Donc, il y a une grande proportion de la population qui va voter aujourd'hui et qui a besoin d'être informée de ces choses. Ce qui est intéressant, c'est que cette population se trouve à l'école, dans des associations sportives, dans des groupements des ressortissants de villages. Alors, moi, j'aimerais me mettre à la disposition de mon pays. Donc, on se connaît bien. Hein. J'ai contribué un tant soit peu à la stratégie. Donc, j'aimerais, une fois encore, qu'on m'utilise pour aider à mettre en place quelque chose qui va peut-être commencer par les écoles. Et je suis convaincu qu'avec une démarche structurée, inclusive, oui. Avec des professionnels de la société comme M. Koulibaly, en partant de ces endroits où les gens se réunissent, on parle même des grains. Oui, hein? Voilà. En partant de ces endroits où ces gens se réunissent, je suis convaincu qu'on peut toucher tous les Ivoiriens. On peut toucher tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens se trouvent, ce qui est intéressant en Afrique de l'Ouest,
nous aimons vivre en communauté. Et ces communautés-là, autant l'école est un endroit, est un espace communautaire, autant nos tontines, hein, nos mamans, nos sœurs font de la tontine, oui. Autant les réunions des ressortissants de village, les dimanches et les samedis dans des restaurants ici et là, ou même chez le voisin, ce sont des endroits où tous les Ivoiriens se retrouvent. Et si l'information, on arrive à faire passer l'information là-bas, et on arrive à impliquer les leaders de ces communautés, on va faire de grandes choses. Je vais terminer avec quelque chose qui est aussi important. Allez-y. On a parlé de la société civile. Un temps soit peu, je fais partie de la société civile parce que, au-delà de mes activités d'entrepreneur, je dirige aussi une ONG qui, à un certain moment, je crois, nous étions en 2010, a contribué à réduire les fake news. Mais, vous savez, les organisations de la société civile ont presque tout le temps fonctionné avec de l'argent venu de partenaires, très souvent de l'extérieur. De partenaires au développement. Et la conjoncture actuelle, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, fait que ces organisations sont un peu en difficulté. Elles sont en difficulté, mais ce n'est pas la fin du monde. Hein. Vous savez, face à la difficulté, le génie peut sortir. Aujourd'hui, je pense que les leaders politiques, les leaders, comme on dit chez nous, les cadres du village, les cadres des régions, peuvent aider les organisations de société civile, même si ce sont de toutes petites associations, si elles font des gestes, bien entendu, structurés, dans un cadre structuré, je pense qu'on peut, on peut aller au-delà de ce qui se passe avec les États-Unis et toutes ces organisations qui ne financent plus nos organisations de mais nous tenons quand même. Alors, messieurs, ça va être le dernier tour de table. Je vais vous demander quel est le message que vous adressez à ceux qui nous suivent ce soir en tant que citoyens, parce que vous êtes des citoyens. Frédéric, je vais commencer par vous. Après M. Ewouma, Gisèle Koulibaly, et nous terminerons par vous. Okay, je voulais juste... Votre message, c'est votre message. Non, c'est votre message, Frédéric. Oui. C'est votre mot de fin. Si. Merci beaucoup. C'est-à-dire, les cancans des cours communes qu'on avait à l'époque à la Sikoji, Gotham, derrière le 16e arrondissement, se sont retrouvés sur Facebook. On s'occupait de la vie des gens. On voyait la poutre dans les yeux de l'autre et non la paille dans les yeux de l'autre et non la poutre chez nous. Et donc, c'est cette tendance à vouloir s'occuper de la vie d'autrui, à vouloir fourrer son nez partout, qui fait de nous des désœuvrés, des gens en quête de sensations fortes. Parce que n'oubliez pas, ce qui marche sur Internet, c'est la théorie des 3 S. Le scandale, le sexe et le sang. C'est les 3 choses qui marchent. Et donc, ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est que Frédéric. Le web, le net, tout ce qui est sur le net n'est pas net. Tout ce qui est sur le net n'est pas net. Je remercie Frédéric Goribi. Je rappelle que vous êtes sur RTI Info. Votre mot de fin, c'est une phrase. Si tu es Gaou digital, une fois, on peut comprendre. Oui. Si tu es Gaou digital 2 fois, c'est comme si c'était un choix. Prends tes dispositions, viens à l'information, et puis sortons tous de l'analphabétisme numérique. Merci Jean-Patrick Ewouma, merci infiniment. Gisèle Koulibaly, votre mot de fin, une phrase. L'IA a des avantages, impacte des vies, améliore les conditions de vie, mais sache, frère, que l'IA a également des inconvénients. C'est pour cette raison que je demande que nous soyons tous responsables sur la toile. Merci Gisèle Koulibaly, je rappelle que vous êtes sociologue. Monsieur Koulibaly, Stéphane Konandi. C'est l'affaire de tous. Cette IA est là. Elle est là pour rester. Elle ne va pas disparaître. Ça va changer nos vies. Ça va affecter nos vies. Donc il est important qu'on s'arme de connaissances autour de cette IA, qu'on se sensibilise, qu'on s'éduque et qu'on adopte des comportements responsables. Merci à vous, merci également au ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont contribué par leur message à ce débat. L'élection présidentielle de 2025 ne sera pas seulement un rendez-vous démocratique, mais elle sera également un test pour notre capacité à maîtriser l'innovation et à en faire bon usage. Veiller sur l'intégrité de nos élections, c'est protéger, bien plus qu'un scrutin, c'est défendre l'avenir même de notre vivre ensemble. À ce rythme, la télévision classique demeure la télévision classique. Nous sommes la RTI et nous nous mobilisons toujours pour la paix.
Excellente soirée chez vous, excellente soirée à travers la Côte d'Ivoire et merci à tous ceux qui nous suivent depuis la diaspora. À très bientôt. Bonsoir.